pour présenter une résidence d'architecture qui s'appelle Acclimatation, qui s'est passée à Arles. Et nous avons trois témoins pour nous présenter l'organisation générale de cette résidence. Nous avons le plaisir d'accueillir Patrick de Carolis, maire d'Arles, Éric Delorme, président de la Maison de l'Architecture et de la Ville de PACA, et Antoine Basile, architecte de l'agence Géminet. Je vais d'abord donner la parole à Monsieur le maire, que vous nous présentiez le cadre général d'Arles dans son contexte et comment ce projet est venu, vous avez choisi de le réaliser. Bien, bonjour à vous toutes et à vous tous. Alors Arles, vous en voyez une infime partie. Arles est la première commune de métropole en superficie. Vous la voyez, du nord au sud, il y a 45 km. C'est-à-dire que ça fait d'Arles une commune extrêmement étendue, à la fois urbaine et rurale. En superficie, c'est 3 fois Marseille, 7 fois Paris, 15 fois Lyon, 21 fois Lille. Et avec la particularité, donc je le disais, d'avoir un patrimoine bâti historique. C'est la ville d'Arles, la cité historique. Et tout le reste, c'est la ruralité, avec deux natures différentes. La plaine de l'Accro, à l'est, et au sud, la Camargue. Et la plaine de l'Accro et la Camargue sont 2 territoires ruraux extrêmement fragiles. L'Accro, c'est la superficie de notre nappe phréatique. C'est le réservoir d'Arles et d'une partie de la région. C'est par l'eau qui nous vient de la Durance et qui alimente la plaine de l'Accro que la nappe phréatique se reconstitue. Et la Camargue, c'est la grande réserve que l'on connaît et qui aujourd'hui devient de plus en plus salée parce qu'il y a de moins en moins de riz et qui lave la terre, parce qu'on a mis des digues aussi depuis Napoléon III, et donc il y a de moins en moins le Rhône qui vient submerger et qui vient laver cette terre, donc le sel remonte. Et la Camargue n'est absolument pas naturelle, il faut donc la gérer, et la gérer en permanence. Et ça fait de l'Accro et de la Camargue un défi environnemental pour nous. Le deuxième défi environnemental, c'est la cité que vous avez vue en premier et que l'on revoit ici. La cité qui est une cité historique, minérale, avec beaucoup de monuments inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous avons 8 monuments romains et romans inscrits dans ce périmètre historique. Ça fait d'Arles une ville extrêmement rare, une ville extrêmement riche en bâtiments. Arles possède le plus de bâtiments romains après Rome. C'est la 2e ville au monde où vous avez le plus de bâtiments romains, les arènes, l'amphithéâtre, etc., etc. Donc ce patrimoine, il faut le conserver, il faut le protéger, mais c'est de la pierre. Et cette pierre-là que nous avons, elle recouvre comme une peau une civilisation qui a disparu, c'est la civilisation romaine, et à 2 mètres en dessous de la surface, vous avez la romanité. La romanité et aussi la période celte et grecque par endroits. Et donc, impossible de planter, impossible de creuser sans qu'on touche à ce patrimoine historique. Donc ça nous fait à la fois une ville extrêmement agréable à vivre, très belle, historiquement exceptionnelle, mais une ville qui a un deuxième défi dont je parlais, qui est comment la faire entrer dans la transition écologique, comment créer des ombrières, comment végétaliser une ville minérale, comment créer des zones de fraîcheur. Et on s'est rendu compte de cette
difficulté, de cette complexité, quand, à travers le plan Cœur de Ville, nous avons voulu restaurer une place. Et sur cette place, on l'a aménagée, et puis je suis arrivé aux affaires à ce moment-là, et j'ai dit, mais sur cette place, il faut absolument une fontaine. Parce que Arles, depuis son histoire, depuis sa naissance, est une ville d'eau. Le nom d'Arles, Arelate, veut dire la ville près des étangs. Elle était entourée d'étangs. Elle avait le Rhône plus les étangs. Et on a tourné le dos à cette eau parce qu'il y a eu des inondations, les fameuses inondations de 2003, dont nous allons fêter le 20 ans là, cette année. Et depuis, on a eu peur de l'eau. Et on a camouflé l'eau, on a caché l'eau, on a tourné le dos à l'eau. Et on n'a pas estimé que cette eau pouvait être à la fois une richesse pour nous, mais aussi un acte identitaire, un acte de naissance de la ville. Et donc, intuitivement, quand moi je suis arrivé à la tête de la mairie, j'ai dit, mais nous avons combien de fontaines ? On doit avoir à peu près une dizaine de fontaines. Il n'y en avait pas beaucoup qui marchaient. J'ai dit, déjà, on va les remettre en eau. Alors, en circuit fermé, bien sûr. Mais on va les remettre en eau. Petit à petit, on a remis et on continue à en remettre en eau. Et puis, quand on a fait cette place, j'ai dit, il nous faut une fontaine, naturellement. Ça doit être la ville des fontaines. Et là, le premier ABF avait donné son accord pour qu'il y ait une fontaine. Il est tombé malade et c'est son supérieur hiérarchique qui a repris le dossier. Et là, le supérieur hiérarchique m'a dit, il n'est pas question qu'il y ait une fontaine. Alors je dis, mais pourquoi c'est une ville d'eau, Arles, et on doit remettre l'eau. Il me dit, mais il ne peut pas y avoir de fontaine là parce qu'avant, il n'y en avait pas. Et il n'y en avait pas. J'ai dit, mais avant qu'il y ait les arènes en 80 après Jésus-Christ, il n'y avait pas les arènes. Avant que l'obélisque soit sur la place de la République, il n'y avait pas d'obélisque. Avant qu'on ne mette la fontaine autour de l'obélisque, il n'y avait pas de fontaine. Donc, si on arrête comme ça, pas forcément le progrès, mais la vision du développement et la façon de vivre notre histoire, on ne pourra pas entrer dans la transition écologique. Ce n'est pas possible. Et j'ai dû parler un peu fort, j'ai dû parler un peu brutalement, un peu rugueusement, comme on dit. C'est venu aux oreilles de la DRAC, c'est venu aux oreilles du ministère de la Culture, et c'est là qu'est née l'idée de faire d'Arles la ville pilote pour le sud de la France, et de dire, écoutez, on va mettre des architectes, ils vont venir séjourner dans votre ville, ils vont l'analyser, ils vont la tester, ils vont la comprendre, et puis on va essayer de trouver des solutions, et ces solutions-là, on les confrontera après aux réglementations actuelles. Et c'est parti comme ça. Donc finalement, pardon d'avoir été un peu long. Non, mais c'est très bien pour présenter et pour dire que finalement, vous avez eu encore plus d'architectes avec qui travailler. Donc, Éric Delorme, si tu veux bien présenter la Maison de l'Architecture et comment vous avez pris le relais et créé cette résidence d'architecture. Merci Sophie. Donc oui, nous avons été appelés par la Direction régionale des affaires culturelles PACA, à la suite effectivement de cette prise de contact qu'évoquait Patrick de Carolis. Nous-mêmes, nous étions le réseau des maisons de l'architecture. D'ailleurs, je me permets de montrer cette présentation qui vient de sortir. Gère un certain nombre de résidences chaque année. Elle en a une grande expérience depuis 20 ans environ, ou 15 ans. Et ça a démarré dans les territoires pionniers de Normandie. Donc la manière de gérer ce type d'ancrage local avec une écoute et un temps long qui est géré par une équipe de résidents sur place. Et donc nous, on a évidemment acquis cette fraternité d'expérience. Et quand moi, j'ai pris la présidence de la maison, c'était un souhait, effectivement, sur la région PACA, de pouvoir nous mettre sur une résidence. La maison n'en avait jamais fait. La maison PACA et toute la région n'en avait jamais fait. On était sur une résidence
engagée, et c'est une expérience importante à partager parce qu'elle était trop engagée pour commencer. On voulait travailler sur le vivre ensemble dans une cité de Marseille où on était en lien avec une association de quartier. Et en fait, voilà, c'est des choses qui se préparent. Il y a quand même toute une expérience de contact. On ne peut pas se lancer dans une résidence qui est vraiment un lien avec les habitants, avec les élus, avec tous les partenaires locaux, sans des supports de relations et de médiation qui sont très, très forts et très précis. Donc c'était au moment où ça capotait, et on passera les détails, mais ça a clashé sur cette résidence, ça n'a pas pu se faire à cause de la médiation de l'association en question qui nous servait de relais. On était prêts, par contre, dans l'état d'esprit et dans l'équipe, à nous engager sur une résidence. Et c'est là que la direction nous a appelés. Donc autant dire qu'on s'est mobilisé à fond dans ce projet. On a vraiment mis les bouchées doubles. On avait notre chargée de projet, Sylvie Becdouche, qui venait d'être engagée depuis 4 mois ou 6 mois à la maison. Donc on était prêts. Donc là, on avait l'expérience du réseau. L'expérience du réseau, c'est de gérer un appel de candidature national. On monte un dossier qui est assez expérimenté, donc on n'avait pas grand-chose à inventer sur la procédure, il fallait l'écrire. Une fois que ça a été fait, on a eu quand même 11 candidatures nationales et locales. Et les candidatures ont tous ce profil d'être des architectes, des urbanistes, des associations, des membres d'associations, souvent jeunes évidemment, parce qu'il faut du temps et de la disponibilité, mais pas que, avec une grande volonté de service et d'écoute et de temps pris sur l'observation. Donc on a sélectionné dans un jury avec justement la mairie d'Arles. On avait un jury qui avait l'architecte local des bâtiments de France. On avait des membres de notre maison et bien sûr des membres de la mairie d'Arles. La sélection s'est faite sur une équipe de 3 membres qui sont donc Antoine Basile, qui est architecte des patrimoines, en fait, qui est comme architecte du patrimoine. Il a donc une vraie expérience importante sur le patrimoine historique. Il y a Clément Gaillard, qui est docteur en urbanisme et expert en design climatique, design bioclimatique, exactement. Et la mandataire de ce groupe, c'est Margot Girard, une jeune architecte et paysagiste, très engagée par son travail. C'est elle qui nous a convaincus aussi sur la manière d'organiser son équipe, puisqu'une résidence, c'est aussi une équipe d'écoute et de savoir pour aller récolter toutes les observations et en tirer une expérience. Voilà, donc ça a donné, je laisserai la parole ensuite à Antoine, je pense, mais ça a donné lieu à une organisation donc, qui s'est ensuite préparée à la mairie d'Arles dans une première rencontre. Et je pense je laisse la parole. Là, et puis, à Antoine, par rapport à cet aspect de la résidence, et ce que j'entends, c'est architecture, paysage, vernaculaire, bioclimatique. Alors oui, merci pour cette parole et la possibilité d'expliquer un peu ce que nous on a fait sur cette ville magnifique qu'est la ville d'Arles. Peut-être, est-ce que c'est possible de remonter juste 2-3 planches? Voilà, revenir sur cette planche-là. Donc nous on est arrivé dans une situation aussi, on va dire tendue au niveau climatique, c'est-à-dire qu'il y a une réalité, c'est que le climat est en train de changer et la température est en train d'augmenter. Donc nous, on est arrivé sur cette base-là pour essayer de trouver des méthodologies de travail dans des secteurs qui sont des secteurs sauvegardés. Je ne sais pas si tout le monde est au courant de ça, mais Arles, donc, en 1965, Malraux a développé un outil juridique qui est le plan de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine. Donc il y a actuellement 102 secteurs sauvegardés qui permettent de travailler dans on va dire, et faire évoluer les villes en milieu patrimonial. Donc c'est des documents qui sont des opportunités. Il faut les voir comme des opportunités. Donc nous, on s'est inscrit dans ce travail-là. Donc concrètement, le plan sauvegardé de mise en valeur d'Arles, c'est un document qui reprend parcelle par parcelle, qui dessine presque même les escaliers d'apparat à l'intérieur des hôtels particuliers. Donc c'est un document qui est très riche et qui nous enseigne énormément sur la ville depuis, on va dire, sa constitution, depuis l'Antiquité. Donc nous, on s'est inscrit dans ça.
en tant qu'architecte, on va dire maîtrise d'œuvre, on a essayé de partir de ces outils-là pour pouvoir comprendre mieux la ville et pouvoir rajouter une strate d'information dans cet outil réglementaire. Le problème de la canicule, vous le savez certainement, c'est un problème de réchauffement des espaces publics. À Arles, un des problèmes qu'on retrouve énormément, c'est la question des climatiseurs. Donc, le climatiseur, c'est une fausse bonne idée parce que ça rafraîchit les intérieurs des commerces, mais ça rejette de l'air chaud dans les espaces publics. Donc, en fait, c'est la ville entière qui se réchauffe. Donc, ça, est-ce que tu peux passer? Oui. Revenir juste avant. Hop. Merci beaucoup. Et en fait, très souvent, on s'est rendu compte que la multiplication des mauvaises intentions individuelles fait qu'on a un problème au niveau urbain. Donc nous, on a inscrit notre travail dans une vision, on va dire, holistique, un peu globale, où on a essayé de développer un inventaire de quelles étaient les qualités de la ville existante en milieu patrimonial. Donc comme vous le voyez, là, c'est une vue aérienne depuis le quartier de la Roquette qui regarde la ville d'Arles. Donc c'est une ville qui a déjà des grandes qualités. D'une part par son implantation urbaine, c'est-à-dire qu'on est dans une ville qui a des caractéristiques d'une ville méditerranéenne. Donc l'implantation urbaine répond à des implantations qui existaient avant l'avènement de la voiture. Donc on a des rues qui sont très on va dire rapprochées, avec des bâtiments qui créent leur propre ombre. Donc ça, c'est des qualités qui sont assez importantes. Et on a surtout un rapport au Rhône avec des berges. Et donc ça, c'est des éléments qui sont très importants et qui sont des solutions pour cette ville. Est-ce que c'est possible de passer? Oui. Je pense que... Dans notre méthodologie d'approche, on s'est dit, en gros, concrètement, la résidence, elle a duré 6 semaines. Donc c'était 3 phases de 2 semaines. Donc on avait un local mis à disposition dans la ville pour rencontrer les habitants, pour avoir un espace d'accueil, de sensibilisation et pour aussi, nous, avoir un lieu d'attache où on pourrait, on va dire, graviter autour de cet espace. Et on s'est rendu compte que le dialogue qu'on a fait avec le dialogue qu'on a pu avoir avec tous les services municipaux et les techniciens de la ville a été très bénéfique et nous a apporté énormément de solutions. Et on s'est rendu compte que la ville était déjà en fait dotée de qualité. Donc là, cette planche, elle est assez importante parce qu'elle a mis du temps à apparaître, mais c'est quand même les caractéristiques, on va dire, qui définissent un peu l'identité de la ville et qui, pour nous, donc d'un point de vue architectural, sont importantes pour adapter la ville à des températures plus élevées. Donc voilà, Arles est doté de dispositifs. Donc on a des soupiraux qui permettent d'extraire l'air des caves. Et donc vous savez que dans les caves, l'air est plus frais. Donc ça, souvent, on s'est rendu compte que les soupiraux dans les rues étaient bouchés. Donc par exemple, une solution, c'est de déboucher ces espaces. On a la pierre de taille. Donc comme l'a dit Monsieur de Carolis, la ville est entièrement construite, quasiment entièrement construite en pierre. La pierre, ça a une inertie, mais dans le frais comme dans le chaud. Donc voilà, on a un élément important qui est le sol, le rapport au sol. Donc tout d'abord, une typologie qui s'appelle la calade, qui est très présente dans le sud de la France. Et on s'est rendu compte qu'une des problématiques de la ville, on va dire, qu'on a dû adapter à la voiture, c'est le fait qu'on a bitumé, on a goudronné les sols. Donc nous, un des points sur lesquels on a voulu faire changer un peu les lignes, c'est sur cette question de la perméabilité des sols. Donc il faut que le sol soit poreux pour rafraîchir la ville, il faut que la ville puisse aspirer l'eau. Et donc les calades, c'est un dispositif ancestral, vernaculaire, qui existe sur le pourtour méditerranéen et qui permet, à condition que les joints soient faits au sable, et sur lit de sable et à la chaux, que l'eau s'infiltre. Donc voilà, il s'agit d'infiltration de l'eau. Si je peux vous interrompre, pour aller dans votre sens, je ne sais pas si on a une photo ou un dessin de la place de la République. La place de la République est une place extrêmement minérale. Ce n'est pas celle-ci, on n'en a pas. Quand on regarde les photos anciennes, on a justement de la calade. Oui. On a ces pavés. Et bien, alors on a des calèches, on a un autre style de vie, mais on a la calade. Bien sûr. Ce qui fait qu'ils avaient quand même pensé que sur cette place qui est extrêmement chaude l'été, ben, il fallait la rafraîchir par le sol. Et la calade, en plus, en termes vraiment purement techniques, c'est quelque chose qui est assez simple à mettre en œuvre. On peut former rapidement les gens à ces techniques. Et surtout, si on a un problème et on doit intervenir sur les réseaux,
on peut juste extraire des pavés, les remettre. On n'est pas obligé de casser le bitume, le refaire. Donc ça a de multitudes de qualités au-delà de la qualité environnementale dans la gestion, on va dire, des espaces publics. Donc voilà, là on le voit très bien. Bon, ça c'est une des rues d'Arles, une petite ruelle magnifique qui a été recaladée. Oui, je t'interromps une seconde pour souligner justement le processus de la résidence. On voit bien, c'est par l'écoute et l'observation qu'en fait, on s'est sorti d'un constat qui pourrait être simplement, on est dans l'observation de procédés traditionnels. On ne cherche pas une innovation qui tape à l'œil et on vient regarder ce qui est en place et ce qui marche et on vient habilement le remettre dans l'utilité présente. Et ça, c'est vraiment votre travail, il a pu se faire par le temps long, il a pu se faire par l'écoute, et ça ne vient pas en un jour. Et c'est voilà, le procédé de la résidence est vraiment montré là. Et il me semble qu'il y a des éléments d'architecture vernaculaire que vous avez pointés en lien aussi avec les usages. Oui. Alors, les usages, je pourrais parler, j'ai parlé un peu de la question du soupirail, mais c'est quelque chose. Donc là, on voit, c'est une coupe sur un bâti arlésien dans le quartier de Lauture, donc pas très loin de l'amphithéâtre, donc des arènes. Mm-hmm. Et on a beaucoup de patrimoine qui date très souvent du XVIIIe siècle, avec des maisons, on va dire, de villages en bandes mitoyennes. Et on a des rues qui sont piétonnes, qui sont très rapprochées, donc ça c'est des qualités. Mais on a aussi des sols de caves, et on a des caves qui sont présentes et qui sont une potentialité énorme pour rafraîchir les espaces publics. Donc comme vous... Oui, avec si on parle vraiment de patrimoine monumental, on a les cryptoportiques à Arles qui sont tout un espace de souterrain qui était lié à la ville romaine et qui sont un espace de rafraîchissement accessible à tout public depuis le vestibule de la mairie. Mais en gros, pour revenir sur l'habitat un peu plus ordinaire, on a ces caves qui très souvent, malheureusement, dont le sol a été cimenté par des chapes de béton. Et en fait, le problème de ça, c'est qu'on a l'humidité, on va dire, l'air ne passe plus, et l'humidité remonte dans les murs. Et donc on a souvent des pathologies qui sont difficiles à traiter. Donc là on parlait d'usage, mais en fait pour rafraîchir une ville, il n'y a pas une solution unique. Évidemment, c'est une conjonction, une convergence de plein de micro-solutions. Et par exemple, une des solutions qui avait été évoquée, c'était d'avoir des fiches conseils pour inciter les habitants à ne pas daller ces caves, parce qu'en fait, ça permettrait de pouvoir avoir un rafraîchissement et d'utiliser cet air. Donc ça, c'est important. Après, il y a des questions plus liées avec l'usage qu'on a de notre quotidien, le rapport au temps, le rapport à la sieste, par exemple, ce genre de choses. Voilà. Donc c'est on va dire une roue de la journée quotidienne. Ça découle un peu de toute la sensibilisation et puis toute l'écoute qu'on a eue auprès des habitants lors des jours de marché, etc. Et on a essayé de mettre ça en place pour, vous voyez, au lieu de parler de double vitrage, peut-être parler déjà des dispositifs qui existaient avant. C'est-à-dire que pour conserver la fraîcheur en été, il faut, avant de partir au travail le matin, fermer à moitié les volets, conserver la fraîcheur. Tout ça, c'est des gestes qui très souvent se sont perdus et qu'on essaye de sensibiliser, de remettre au goût du jour. Et donc, ensuite, il y a un deuxième temps, ou peut-être un troisième temps, mais il y a eu cette analyse-là. Et ensuite, quelles sont les leçons qu'on peut tirer pour adapter la ville d'aujourd'hui? Donc, il y a cette question de la ventilation. Et puis, on va peut-être revenir à la question de l'eau. J'avance un peu pour maîtriser le temps, sur la question de la réouverture du canal de Craponne. Je ne sais pas qui des deux. Pas que du canal de Craponne. Pas que. Hein? Je vais dire un mot sur ça parce que ça a été très important. En fait, Arles est une ville d'eau historiquement. Donc il y a le Rhône, mais il n'y a pas que le Rhône. On sait que l'abbaye de Montmajour, qui est à proximité d'Arles, était une île. Hein. Donc on avait un archipel. On a drainé les canaux au XVIe siècle avec des ingénieurs. On a fait venir des ingénieurs hollandais. Donc voilà, Arles historiquement a un lien avec l'eau.
Malheureusement, on s'est rendu compte, pour parler de ce canal de Craponne, il a été complètement oublié. Donc aujourd'hui, on a un canal qui vient se jeter dans le Rhône, qui traverse le boulevard des Lys et une grande partie, on va dire, de l'Arles du 19e siècle, et qui n'existe plus actuellement. Donc nous, on a fait un travail avec les habitants, historique, un travail de balade dynamique, où on a essayé de reconnecter un peu les citoyens avec ce patrimoine ancestral, et d'apporter des solutions de projet. Voilà. En gros, pour dire que l'eau, elle est présente, un projet urbain, une initiative politique, un engagement peut permettre de pointer du doigt et de proposer, on va dire, des territoires de projet sur ces espaces pour pouvoir découvrir le canal. Et donc c'est pour ça à la fin de l'étude, on est arrivé avec 4 propositions, on va dire, de territoires d'action, qui ne sont pas des projets, qui sont plus des sortes de points d'interrogation, d'opportunités pour dire, par exemple, dans le cas du canal de Craponne, on pourrait ouvrir le sol pour faire rejaillir l'eau, on va dire. Là, vous avez une double photo. Vous avez les tours. Arles est une ville fortifiée, donc ce sont les restes du rempart, les remparts qui sont au patrimoine mondial de l'humanité. Et vous voyez bien qu'on a recouvert, non pas le canal de Craponne, là, mais une roubine, la roubine du Roi, qui se jette directement dans le Rhône. Le Rhône est à 150 mètres, un peu plus loin. Et je ne sais pas si c'était au siècle dernier, on a recouvert, pour des raisons de commodité, voitures, etc., cette roubine. Il suffirait de la remettre en évidence, parce qu'elle est toujours là, il y a toujours de l'eau, ça coule très fort. Et voilà un des principes. Et là, on a bien vu que c'était une ville d'eau, qu'il fallait renouer avec l'eau, qu'il fallait remettre le canal de Craponne sur toute la longueur, en créant des zones intéressantes de repos, reprendre contact avec ça, recréer ça, parce que c'est un travail qui va être fait dans les années futures. Ça. On a commencé par le rempart, la restauration, on va s'occuper de la place maintenant, mais on a pris conscience, et il faut faire prendre conscience aux Arlésiens, que nous sommes une ville d'eau par excellence. Et ça, c'est très important. Pas forcément une ville de moustiques, parce que c'est de l'eau en mouvement. Et quand l'eau est en mouvement, il n'y a pas de moustiques. Et peut-être que par rapport à ça, il y a la question de, aujourd'hui, comment cette résidence vous a à la fois révélé un passé, une richesse que vous connaissiez, et par rapport à votre mandat, sur quoi ça vous oriente pour la suite? Déjà, ça met un médiateur professionnel entre l'ABF et nous. Nous sommes des élus. Et comme des élus, on a des mandats politiques. Donc on va aller très vite. Et puis on voit l'intérêt de l'habitant. Et parfois, pas forcément celui du bâti en priorité. Avoir des professionnels qui nous accompagnent, qui ont porté un projecteur, qui ont porté un regard sur notre ville, et qui va retransmettre ce travail-là auprès de l'ABF, va nous permettre peut-être d'échanger, d'améliorer, de faire en sorte qu'on se comprenne et avancer ensemble. Et ça veut dire que vous mettez d'abord en avant le travail de médiation avec l'ABF, mais en tant qu'élu, j'aurais aussi envie de vous poser la question avec vos habitants. Déjà, il y a le fait que moi, ça me conforte dans certaines idées, dans certaines projections que j'ai de la ville. Ça m'amène de nouvelles idées, notamment sur la végétation des rues, même si on a pris un peu d'avance là-dessus, mais sur la façon de recouvrir certaines zones, de créer des zones ombragées, avec quels matériaux. Donc ça me donne un regard nouveau là-dessus. Mais ça permet aussi d'engager un travail relationnel avec la population sur le devenir de la ville. Pourquoi on fait ces travaux? Dans quel sens les fait-on? Et puis d'engager un travail aussi de médiation avec l'ABF. Et peut-être demain, avec l'UNESCO. Parce qu'on a des règles très strictes. On a un secteur protégé, mais aussi on est inscrit à l'UNESCO. Et donc, on a là un corpus de règles à respecter. Eric, peut-être que tu veux compléter aussi sur qu'est-ce que ça a généré au niveau de la Maison de l'Architecture et quelles ouvertures ça
ça permettrait? Ah ben, alors c'est une expérience de partage à tous les niveaux, parce qu'effectivement, quand on se retrouve... Alors l'intérêt d'une résidence, clairement, en démarrant, c'est de démarrer sur une commune à taille humaine, c'est clair, où on a affaire à une équipe mobilisée, où on peut contacter les partenaires élus, techniciens, avec un vrai échange et une vraie authenticité. C'est sûr que quand on avait démarré notre résidence sur la ville de Marseille, ça peut se faire, mais avec une grande expérience. Voilà, on aura beaucoup plus de difficultés. Donc l'apport d'une résidence pour la Maison de l'Architecture, c'est vraiment cette expérience partagée à tous les niveaux entre l'usager, l'habitant, l'élu, le technicien, les sachants, puisqu'en fait il y a plein de corps de métier impliqués dans la transformation de la ville. Et on a clairement un partage qui s'est fait dans les 3 étapes, qui a vraiment augmenté en qualité. C'est-à-dire qu'au début, on était dans l'observation. Au niveau de la 2e session, parce que oui, Antoine disait, il y a 3 sessions, généralement dans une résidence, une session d'observation, une session d'expérimentation et puis ensuite de restitution. Eh bien, sur le temps d'expérimentation, il y a eu un vrai lâcher-prise sur notamment, Antoine en parlera, des techniques anciennes qui ont été remises à l'usage et reprises pour la ville. Et ça, pour nous, Maison de l'Architecture, c'est aussi très important de l'expérimenter, de voir que ça marche, que ce jeu marche. Voilà. Il y a un mot qui m'a beaucoup plu dans la restitution de ce travail, c'est le mot rétro-innovation. C'est-à-dire qu'on peut innover en regardant dans le passé ce qui s'est fait et en reprenant des points bénéfiques du passé. Ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu. Oui, c'est mieux que ringard. Et oui, Antoine Basile, sur qu'est-ce que ça a apporté, vous, dans l'agence? Ça nous a apporté déjà la possibilité de travailler sur un territoire dans des conditions privilégiées, parce qu'on est resté quand même longtemps sur le site. On a eu un dialogue avec les acteurs qui s'est fait de plus en plus, qui était dense, et on a pu... vous voyez, moi ma grande peur en tant que concepteur, c'est d'être décontextualisé du travail sur lequel je suis, des hors-sol. Et en fait, une résidence d'architecture, c'est un outil magnifique, parce qu'on est sur site, on rencontre les habitants, on s'empare des sujets, on va aux archives, on a la chance de rencontrer le maire, les élus, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est très précieux dans ma pratique professionnelle. Et après c'est l'aura que cette résidence a eue. C'est-à-dire qu'on parle de la première résidence d'architecture en PACA. Donc c'est pas rien. Et nous, ça nous a permis d'avoir une certaine visibilité, de parler avec vous ce soir, de tisser des liens avec des acteurs très compétents sur des sujets très diversifiés, allant de la botanique à l'ingénierie tropicale jusqu'au design bioclimatique, et même des historiens paléoclimatiques. Donc voilà, nous, ça a été une grande opportunité pour nous, et on espère que ce travail, si on peut dire que cette préfiguration, aboutira sur des engagements forts de la part de la mairie. Peut-être que là, je pars à M. de Carolis directement, mais je pense qu'il faut s'emparer de ces sujets, parce que malheureusement, il y a une latence qui est importante entre... Je vois que vous avez le livre Le maire qui plantait des arbres. Et on sait la conclusion, oui. mince. Mais on peut en parler. J'en parlerai peut-être pas, mais c'est juste... Il y a un moment important entre le moment où on plante un arbre et le moment où il permet de générer de l'ombre. Oui. Et tout ce temps-là, on ne l'a pas forcément. Je ne veux pas être alarmiste, mais il faut engager les voies maintenant. Voilà. Oui, merci. C'est-à-dire qu'un arbre planté aujourd'hui n'a pas la même espérance de vie, de conditions de vie qu'un arbre planté il y a 40 ans. Mais c'est pas ça. C'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que ça met du temps avant de prendre. Vous voyez les beaux platanes qu'on a au fond du quartier de la Roquette, c'est des platanes qui ont des centaines d'années. Voilà. Et pour arriver à cet état-là, si on ne le plante pas maintenant, ça va encore décaler le problème. Donc il faut agir fortement, efficacement, dès maintenant. C'est ça que je voulais dire. Et j'ajoute qu'un arbre planté aujourd'hui ne sera sans doute pas un platane dans 100 ans comme celui qui a 100 ans aujourd'hui.
Je voudrais revenir sur la médiation, parce qu'il y a une exposition qui a été tirée de cette résidence, qui est en ce moment à la Maison de l'Architecture et de la Ville à Marseille. À mi-janvier. Voilà. On peut la visiter. Là, on le voit sur l'image que c'est dans le hall de la mairie. Dans la salle des pas perdus, le hall de la mairie, tout à fait. Et donc, comment cette résidence a essaimé, il me semble aussi qu'il y a une date qui a été retenue le 1er décembre, où il y a une journée, une balade de restitution avec les résidents, la Maison de l'Architecture, l'architecte des Bâtiments de France, les techniciens de la mairie, les élus de la mairie, et qui en fait continuent ce projet-là. Complètement. On n'a pas cité la DRAC à nouveau, qu'on peut remercier d'avoir été sur ce soutien, parce qu'on parlait des soutiens à venir. Elle sera notre soutien à venir sans doute sur d'autres résidences, et si on doit à nouveau intervenir, notamment à Arles, il y a toute une synergie de partenaires qui est essentielle. Et pour toutes les mairies qui s'intéressent à ce type de résidence, c'est ça qu'il faut tisser. C'est ce lien entre partenaires. Il y a l'École d'architecture nationale de Marseille qui a été essentielle pour la graine de départ dans un workshop qui a été mené à la fois par mon prédécesseur à la Maison de l'Architecture en tant qu'enseignant supervisant ce workshop. Il y a la DRAC donc, et la Maison de l'Architecture est venue en complément. Et donc c'est toute cette synergie qui fait que ça permet d'arriver à ce type de résultat. Et je dois dire que pour ajouter, aller dans ce sens-là, c'est que nous avons dans le sud une DRAC extraordinaire, voilà, et qui est formidable parce qu'elle est à l'écoute, et pas que sur des domaines d'architecture, mais aussi dans le domaine culturel plus large, vraiment très à l'écoute. Ce que je voudrais dire, si c'est possible, c'est qu'une ville, c'est une scène de théâtre. Et on ne fait pas du vaudeville à l'Odéon, et on ne fait pas Racine dans un théâtre des boulevards. Il faut trouver l'ADN de sa ville pour développer sa ville, en cohérence avec son identité. Et là, on peut tout faire, dès lors qu'on a l'ADN de la ville. Et le travail qui a été fait nous permet justement de comprendre cet ADN de la ville pour que nous, on puisse aller plus loin, inventer, dans la modernité peut-être, pourquoi pas. On l'a vu avec Franck Gehry et d'autres peut-être, mais toujours dans l'ADN de la ville pour que nous soyons conformes à ce qu'on a été, à ce qu'on est et à ce qu'on sera encore dans un siècle ou deux. Tout à fait, vous le montrez parfaitement avec les vidéos qui sont un élément vivant, vécu, et un des choix de nos résidences a été aussi leur capacité à faire des reportages vidéo de grande qualité. L'atelier Géminé en réalise très régulièrement. Un dernier est sorti sur le savoir de la pierre sèche, tout le maniement sur l'art de la pierre sèche, vous savez, qui est à nouveau très réexploité. C'est ça une résidence aussi, hein. C'est tous ces liens habitants. Les habitants ont dormi dans des lieux de résidence. Ils ont connu donc différentes institutions. Ils ont été en lien avec un festival qui a lieu pendant l'été. On a fréquenté à la fois vous, mais nous aussi finalement plus près que jamais tous les techniciens de la ville, les élus. Tous ces temps de rencontres et d'échanges n'ont pas de prix. Ils créent forcément une intelligence de partage qui génère effectivement un outil adapté à la ville qui est vraiment son génie local. Et je voulais redire la rétro-innovation, et c'est la question du récit. Et comment on accompagne le récit, comment, en tant qu'élu, en tant qu'architecte, on est à même d'avoir un récit qui emmène vers quelque chose de positif. Et avant d'entendre parler de la résidence, en tant qu'élue conseillère régionale en Nouvelle-Aquitaine, lorsqu'il y avait des élus qui intervenaient sur les différentes tables rondes, il nous est arrivé d'offrir ce livre, Le maire qui aimait les arbres, et en fait c'est l'histoire d'Arles, et c'était à la fois sur la question d'une nouvelle. Planter un arbre, c'est faire de l'aménagement du territoire, et il se trouve que l'écrivain travaille à Arles. Mais vous avez
Pardon. Oui. Vous avez le grand livre de l'homme qui plantait des arbres. Bien sûr. Et vous savez comment est né l'idée? C'est que c'est le New-Yorker qui souhaitait avoir une nouvelle et l'auteur a totalement inventé ça en disant je pars sur un homme qui plante des arbres toute sa vie. Et ça a été un livre extrêmement annonciateur, formidable. Et c'est vrai que l'auteur que vous citez, Chalanda, habite à Arles aujourd'hui. Oui. Un livre totalement étonnant que j'invite tous ceux qui ne l'ont pas lu à lire. Je l'ai lu ce matin dans le train en venant, pour ma part. Et on se laisse prendre à la vérité du récit. On croit que c'est réel. C'est tellement bien écrit, on croit que ce récit est un documentaire, en fait, qui a été vécu. Voilà. Voilà. Peut-être qu'il y a des questions, des interventions, des compléments. Eh bien... Si vous voulez bien le... Venez planter des arbres à Arles. Venez planter votre arbre. Vous savez, quand j'ai fait ma campagne, une petite anecdote, j'avais dit je veux absolument que chaque enfant, lorsque chaque enfant naîtra à Arles, je plante un arbre. Et puis j'ai voulu le faire. Et puis on m'a dit mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce que dessous, il y a la romanité, etc. Donc c'est un vrai sujet. Donc essayons de trouver la solution pour que chaque enfant ait son arbre à Arles. Antoine Basile, Éric Delorme, Patrick de Carolis, je vous remercie pour votre présence et vos témoignages. Merci.